Allô tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Version longue avec Mathieu Legault et moi-même Maxime Auclair. Mais c'est... Oui. Allô? J'ai une question. Vas-y. Je te coupe tout. C'est quoi version longue? Version longue, c'est enfin la chance de jaser avec des gens passionnants de la région, investis dans tous les domaines possibles, qui ont accepté de faire justement c'est pas une entrevue, mais un entretien, une discussion longue, où on va justement passer du coq à l'âne, on va juste se laisser guider par la conversation. Je pense que c'est vraiment un pur plaisir de faire ça avec toi, Matt. C'est toujours un plaisir avec moi. et là, cette fois-ci, c'est quelqu'un que je connais depuis 20 ans maintenant et qui est très impliqué. Ah oui, j'étais jeune quand je l'ai rencontré. Quand tu commences à dire je connais quelqu'un depuis 20 ans. Ouais, c'est ça. Ça ne rajeunit pas personne. C'est c'est Philippe Marcoux, qui est très engagé dans la région. Le Châteauguay surtout. Oui, mais dans la programmation culturelle et projets spéciaux, directeur. Il va se présenter. C'est le chef de la division culture et projets spéciaux, des loisirs, du bonheur de la ville. Mais écoutez l'épisode, je pense que vous allez bien comprendre dans tout ce qui implique son travail, mais aussi son background, son parcours. On va parler d'humour, on va parler d'improvisation. Et de tarentules. D'animaux. Oui, ça, c'est vraiment intéressant. C'est un homme plein de mystères, ce Phil, qui a eu une belle carrière avec les animaux exotiques parfois. Donc, très intéressant d'entendre des anecdotes de ce côté-là. Puis, voilà. Alors, on y va. Bonne écoute. Philippe Marcoux, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait jaser. On s'est souvent côtoyé dans les derniers mois, années avec la ville, les événements qui se passaient. Si tu voulais me parler, tu avais juste à m'appeler. Je sais bien, mais j'ai perdu son numéro. En même temps, on est comme, tu sais, tant qu'à se parler, on va faire du contenu qu'on va mettre en ondes. Voilà, nous autres, on est tous pour rentabiliser notre temps. On travaille en même temps c'est ça. de prendre de tes nouvelles. Mais voilà, écoute, ça fait combien de temps que tu travailles pour la ville? Le Châteauguay, faudrait le dire. Parce Le que Châteauguay. on sait c'est qui, mais... On diffuse dans plusieurs villes, les gens ne savent pas, mais... Ouais, pour la ville de Châteauguay, moi, j'ai commencé assez jeune. J'ai commencé comme animateur en 1991. Tu devais sortir du secondaire pas mal. Oui, je venais de terminer mon secondaire 5, puis j'ai commencé comme animateur pour activités, pour les programmes de camp de jour. Ouais. Puis que je connaissais déjà parce qu'il y avait eu un programme quelques années avant pour les adolescents, pour les 13-15 ans. Ça avait été un essai qui avait été abandonné par la ville à ce moment-là. Donc, je connaissais un peu les gens qui étaient là. As-tu la Réjac? Non, à ce moment-là. Ça, c'est trop vieux. Ouais, activité, on était vraiment dans les premiers balbutiements de la nouvelle appellation de l'époque qui était activité. Ça a commencé début 90, fin 80. Ouais, c'est ça. Avant ça, c'était effectivement la Réjac. Puis je sais qu'il y a eu comme 2 années où le nom n'était pas clair. Il me semble que Réjac, c'est moins... je sais même pas comment ça s'écrivait, mais ça veut dire quelque chose? Oui. Regroupement des jeunes. Il me semble que ça fait moins rêver. Tu sais, activité, tu comprends? Oui. Pendant des années, ils ne savaient pas, mais ils ont tué le rêve des enfants. Je m'en vais à la Réjac. J'ai participé quand même. Mais il semble qu'un kid qui me dit je m'en vais à la Réjac, c'est dit j'ai envie de se faire un câlin. Je fais pauvre. On va aller. Vous voyez qu'il fallait changer le nom. Oui, il fallait. L'activité, au moins, on comprend. Peu importe, tu viens pas d'ici. Ouais. Moi, je viens de Sainte-Martine, je connaissais pas trop, mais activité. C'est clair. C'est clair. Moi, je suis rentré dans ce contexte-là. Donc, jeune, je finis l'adolescence, je m'en vais au cégep, puis je rentre dans cette gang-là. Et à l'époque, on n'était pas en pénurie de personnel. On était au début des années 90. Fait que du personnel, il y en avait, puis les animateurs étaient plus vieux. Fait que moi, quand je rentre à 17 ans, je suis jeune. Maintenant, c'est pas la même game, là. Le staff est un petit peu plus jeune maintenant. Sont même au fin secondaire. Ça sort du secondaire, puis ça a une job. Oui, c'est ça, mais on les garde un petit peu moins longtemps parce qu'ils vont vite ailleurs parce qu'il y a une pénurie de personnel partout. C'est ça.
Mais à l'époque, c'était pas ça. C'était pas rare qu'on avait quasiment des animateurs de carrière qui restaient 5, 10 ans comme animateur. C'est fou, l'été. Tu travailles 2 mois par année dans puis tu t'en vas, puis tu reviens. Je sais que toi, t'as Je l'ai fait 6 ans, je pense, mais tu sais, puis il y en a qui deviennent comme un peu, pas administrateurs, mais tu sais, qui gèrent un peu. Je sais pas c'est quoi le site, là, mais c'est un peu ça qui m'est arrivé. Oui, t'as jamais arrêté de monter. Non, des fois, j'ai descendu, mais on parlera de ça. C'est pas encore maire de la ville, là, mais... Non, c'est pas dans mes souhaits. Parce que je suis bien dans ce que je fais actuellement. Mais c'est ça, j'ai fait ça. C'était très saisonnier à l'époque. Ouais. Parallèlement à mes études. Puis après ça, effectivement, je suis devenu coordonnateur adjoint, coordonnateur pendant quelques années. Puis j'avais ma compagnie on the side. Je continuais à faire des spectacles aussi, puis m'intéresser au domaine. Puis au poste que j'ai actuellement, là, donc le nom du poste, chef de division culture et projets spéciaux à la ville de Châteauguay, ça, c'est depuis 2006 officiellement. Ouais. OK. Ouais. Donc, voilà. Ben oui. Toi, tu as étudié. T'es allé au Vieux pour étudier? C'est quoi tes études de postsecondaire dans le domaine? Moi, j'ai étudié en technique d'intervention à loisirs au Vieux-Montréal. C'est ça. OK. Donc, beaucoup de belles expériences au Vieux-Montréal. Oui, évidemment. Tout se passe là. Tout se passe là. Et donc, j'ai fait mon cégep là, puis après ça, j'ai étudié en gestion des ressources humaines à l'université. Mais si on revient à toi au secondaire, dans le fond, t'étais déjà rivé vers les arts, vers le culturel, le théâtre. Je sais que tu avais fait l'humour du théâtre à ce moment-là. Ouais. Ça ressemblait à quoi? À Louis-Philippe Paré, la polyvalente? Oui. Mais tu sais, quand on parle de l'importance des activités parascolaires, je pense que vous en êtes tous moi, c'était plus le sport, le basketball. Exact, mais que ce soit culturel ou peu importe, c'était assez important. Puis moi, je me suis impliqué assez rapidement. Secondaire 3, à l'époque, il y avait des secondaires 3 à LPP dans le régulier. Ouais. Mais parce que c'était juste secondaire 1, 2 ailleurs. Donc, on avait. Donc, secondaire 3, je me cherchais un peu trop. En secondaire 4, théâtre, commençais par ça. Okay. Et après ça, les spectacles de fin d'année qui revenaient, parce que Polyspec avait été abandonné d'une certaine façon, puis on revenait avec le concept de LPP en spectacle. Alors, on a commencé à ramener un peu de l'humour là-dedans. Puis, le responsable de la vie étudiante de l'époque, Yves Bergevin... que j'ai connu, qui était très important à LPP. Hein. Oui, puis d'ailleurs, quelqu'un que vous pourriez recevoir ici, je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Mais Yves a été marquant pour toute une génération. Et Yves, ce qu'il faisait, c'est qu'il il spottait des jeunes qui pensaient avoir un certain talent, puis il dit, ça vous tente de faire de l'humour au spectacle de fin d'année? Ah oui, OK. Il nous avait vu faire, par exemple, le concours de lip-sync. Un truc sur l'heure du midi. De faire quelques sketchs, puis là, c'est ça. Et après ça, les ateliers d'humour ou les ateliers culturels se sont développés par après, Ben oui, c'est moi c'est pas tout le monde qui le sait, mais moi aussi, je suis passé par LPP. Je suis rentré en 2000, puis c'était toi et Étienne, ton frère, qui épaulait, qui coordonnait l'atelier humour, puis c'est là que j'ai... Tu sais, quand tu fais du parascolaire, t'as hâte d'aller à l'école. Ouais. Ça te tient tellement. Ça... Parce que c'est ton bonbon un peu comme... Oui. Oui. Puis en fait, moi, il m'en fallait un bonbon pour me garder à l'école, comme bien des garçons. Comme bien des garçons. Mais à l'école, c'est quoi, t'étais pas intéressé? Pas intéressé, mais tu sais que c'est... J'ai tendance à dire comme beaucoup de garçons, parce que je pense que c'est peut-être un petit peu plus présent chez les... Il y a une époque où on cherche un peu, puis on est désintéressé facilement du milieu scolaire. Et il faut trouver des moyens de garder ces jeunes-là à l'école. Puis des fois, ça passe pas par les matières. Donc, ça passe par la vie étudiante. Moi, je suis impliqué à la vie étudiante. Puis... l'humour ou les spectacles, évidemment, on était rencontrés par la vie étudiante qui nous disait, écoute, si tu veux rester dans la pièce de théâtre, si tu veux continuer de faire l'atelier, ton anglais, il faut que tu le penses. Fait que la motivation, c'était pas le cours d'anglais comme tel, c'était l'activité que tu voulais continuer à faire. Ouais, je comprends. Puis, dans le cadre de mon stage en technique d'intervention en loisirs, à la fin, moi, j'ai fait beaucoup de stages différents, même en psychiatrie, au niveau du loisir, qui est assez particulier. Mon dernier stage, je voulais aller retourner
voir mon école secondaire, puis Yves m'avait demandé justement à ce moment-là, peux-tu partir de l'atelier humour vu que tu connais ça? Et c'est comme ça que j'ai vu beaucoup de générations de jeunes qui sont devenus comédiens dans certains cas ou qui sont devenus des stars de l'impro au Québec ou dans plusieurs ligues. On leur a appris d'une certaine façon à avoir une certaine discipline, comment écrire, comment jouer. Et ça se faisait sur une année complète. On avait vraiment un programme assez rigoureux. Là, vraiment. Ben oui, certains. Je me rappelle les premiers mois avant que les sketchs rentrent. Écoute, on faisait de l'impro, on apprenait sur... Moi, c'est là que j'ai découvert RBO, Michel Courtemanche, les Denis Drolet qui commençaient à l'époque, les Monty Python. Ça a été tout un pan qui s'ouvrait à moi. On vous montrait, dans le fond, les bases de l'écriture, des concepts ou des techniques d'écriture. On montrait des différents types d'humour. On montrait certains types d'humoristes ou la façon qu'eux avaient d'aborder ou travaillaient. On regardait aussi, puis on vous inculquait aussi l'espèce de curiosité la curiosité générale de regarder le journal le matin parce qu'on disait souvent tu veux faire de l'impro, tu veux faire de l'humour, il faut que tu parles de quelque chose, il faut que tu aies une culture générale. Totalement. Sans ça, tu fais de l'humour sur quoi? sur ton quotidien, mais c'est limité. Là. Parce que j'écoute beaucoup de podcasts d'humour, puis ça revient souvent, tu sais, que ce soit des Américains ou ici au Québec, mais tu sais, qui disent, tu sais, j'étais jeune, tu commences l'humour, mais je suis drôle, mais sur rien. T'sais. C'est pas sur quoi puncher. C'est ça. Ça prend des fois un vécu. On dirait que l'humour, c'est un peu en vieillissant. C'est comme... En vieillissant, tu peaufines, tu comprends, puis t'as quelque chose à raconter, t'es basé sur quelque chose. Fait que quand t'es jeune au secondaire, j'imagine que c'est ça que tu voulais assez. Moi, je me rappelle, ça, lisez les journaux, regardez votre quotidien, inspirez-vous, soyez au fait de l'actualité. Que ce soit en humour ou en théâtre ou en cinéma, les auteurs et les artistes, je pense qu'ils deviennent internationaux ou qu'ils touchent le plus de monde possible, c'est quand ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent d'abord de ce qu'ils connaissent, mais tu as avantage, surtout quand tu es jeune, en apprendre le plus sur ton histoire, sur l'histoire du monde, sur l'actualité. Et là, ça te permet d'avoir toute la culture générale pour pouvoir jouer des rôles, puis jouer avec ça, jouer avec ces concepts-là, puis être intéressant aussi pour les autres. Fait que, tu sais, je pense que c'est intéressant de dire aux jeunes à cette époque-là, de dire, si tu connais pas qui est le premier ministre du Canada, puis on écrit un sketch, puis on te le fait personnifier, ça se peut il y a des choses qui t'échappent. Exactement. Exactement. Je me rappelle les premiers sketchs sur l'R1, les trucs que j'avais interprétés ou les jokes que je devais dire qui étaient écrits par toi et Étienne. Des fois, je connaissais pas la référence. Ça parlait de Michel Tremblay, ça parlait de n'importe qui dans le monde du sport, peu importe. On avait regardé Michael Jackson, puis là, aujourd'hui, c'est un peu moins glorieux d'en parler, mais on faisait une parodie de ça, puis je pense que j'avais jamais vu l'ampleur de son succès qui avait été dans les années 80, puis j'étais comme... Mon Dieu, puis... il y avait une démarche qu'on se donnait un espèce de thème par année à ce moment-là. Je me rappelle, puis ça, c'était une année que Étienne, mon frère, que j'avais comme jeune à l'époque. Oui. Tu sais, après ça, avec lui, j'ai fait de l'humour, puis j'ai écrit beaucoup, mais à ce moment-là, il était étudiant à LPP, puis je m'étais donné, c'était les comédies musicales. Ouais. Alors... ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à visionner tous les plus grands classiques, toutes les comédies musicales qui existaient ou qui ont marqué le monde, qui ont marqué le cinéma. Puis commencer à apprendre les paroles, puis commencer à apprendre quelques chorégraphies, commencer à niaiser un petit peu là-dessus. Ça commence comme ça, d'abord dans des espèces de séances. De pastiche ou de juste... Tu regardes les codes, puis tu... Et à un moment donné, je me rendais compte que les jeunes partaient, puis ils écoutaient la musique qu'ils écoutaient sur l'heure du midi, c'était la musique des comédies musicales des années 40. C'est ça. Wow. Fait que ça offre ça aussi, ça offre la possibilité de découvrir autre chose. De s'ouvrir sur le monde, déjà, c'est quelque chose. Oui, puis d'avoir une culture générale, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, mais non. Puis je pense que c'était le rôle aussi je pense que c'est le rôle de l'ensemble des ateliers culturels de faire ça, de faire découvrir ça aux jeunes des ateliers, mais également ceux qui regardent le spectacle aussi.
de découvrir que non, c'est pas juste de la blague facile. Des fois, on va un petit peu plus loin, des fois, on est un petit peu mordant, même si on est dans une école secondaire. Il faut travailler notre sens critique puis arrêter d'être trop susceptible parce qu'on est dans ça là, au Québec présentement. On faisait des spectacles devant les adultes, devant les parents, n'importe qui achetait des billets le soir puis ça riait autant. Tu sais, c'était pas... on riait pas de nous pour les secondaires 4. Est-ce qu'on faisait comme un spectacle, mettons, on faisait toute la journée devant les classes. l'école. Les classes s'alternaient, quand même une grosse polyvalence à Châteauguay. Puis rendu le soir, vendredi, samedi, ben là, c'était ouvert à tous. T'achetais ton billet, 15$, puis ça riait autant. Il y avait des jokes que moi, on devait me l'expliquer. J'avais pas la référence, mais ça... Ouais, Maxime, il est commencé en secondaire 1. On s'entend. Secondaire 1, comme tu l'as dit. Ça commençait en secondaire 3 avant, puis moi, ils ont ouvert l'international, puis là, on était jaloux. Tu es un génie. Non, mais j'avais tout juste 12 ans. C'est ça. Ça faisait partie de l'inquiétude. On s'est dit, comment est-ce qu'on fait pour mêler justement des secondaires 1 avec des secondaires 5? C'est une grosse différence, là. C'est énorme à cet âge-là, la différence d'âge. C'est une grosse différence. Mais on partait aussi pour... C'est pour ça qu'on prenait du temps pour les faire travailler sur différents... de l'improvisation, de la lecture, etc. On pouvait voir leurs forces. Puis quand on construisait les textes, quand on les créait, ben on avait en tête qui allait le faire, puis on travaillait aussi avec leurs capacités. Les textes que Maxime pouvait faire en secondaire 1 versus secondaire 5. C'est pas la même chose. Mais non. Je me rappelle, j'ai fait le nain de Fort Boyard. C'était dans le jeu physique. C'est ça ma force à ce moment-là. Ben, c'est là encore un peu ta force. Il s'enfarge partout puis il me ferait sans arrêt. Ouais, c'est pas volontaire. T'es resté un peu accroché au nain de Fort Boyard. Ouais, exact. M'en était fait parler longtemps. Mais il est burlesque. Ben non, mais pour vrai, Étienne, c'est un grand fan de Charlie Chaplin, puis on nous en avait tellement montré que moi, ça m'a marqué, puis j'étais allé en cinéma après, puis je reste encore dans le domaine de vidéo, mais ça m'a marqué, là. C'est là que j'ai fait mon éducation, on pourrait dire culturelle, mais spécifiquement humoristique aussi. Là. Oui, puis dans le fond, ce qui m'a amené vers le spectacle professionnel d'humour par la suite, ben m'a servi quand je suis devenu chef de division au niveau de la division culture. C'est que j'avais déjà des compétences, que ce soit en mise en scène, en texte ou en analyse d'œuvres, qui étaient très utiles. Ouais, puis en promotion, vous avez monté des shows aussi. Je me rappelle, au cégep, je faisais partie d'un groupe d'humour qui s'appelait Ron Marie, avec 3 autres de mes copains. Et... puis nous autres, quand on a quitté le secondaire, avec notre bagage de texte qu'on avait, on a commencé à faire des concours. Ouais. On a commencé à faire... puis, tu sais, l'École nationale de l'humour commençait. Puis là, on est en 92 à peu près. Fait que là, on essaie de faire nos petits spectacles un peu partout. On s'en va faire un concours à Laval qui s'appelait Laval Kiri, qui était animé par un groupe obscur qu'on appelle les Bizarroïdes et Martin Petit. Oui, puis toute cette gang-là. Et il y a une année qu'on gagne la deuxième place à ce moment-là. On est tout jeunes et tout ça nous arrive. On dit, hey, regarde, c'est cool, on est capable. Et là, ben, on a commencé à prendre très au sérieux de s'appliquer sur les textes, d'aller chercher tout ce qu'on pouvait aller chercher comme information sur les textes, puis aller chercher du mentorat aussi. On avait eu Stéphane Dubé, qui était un auteur qui est devenu assez connu parce qu'il travaillait sur les spectacles de Marie-Lise Pilote et il travaillait sur les bye-bye aussi. Puis à l'époque, il avait été en secondaire 4. C'est lui qui était notre responsable de théâtre à l'école. Nous autres, on l'a appelé après, on disait hey, tes trucs en écriture, on aimerait ça être parrainé, etc. Puis quand est venu le temps de faire la mise en scène de notre premier spectacle, on avait loué la 5e salle de la Place des Arts. Fallait quand même avoir du culot. Oui, quand même. Là, et on avait des affiches dans le métro avec... Et on avait loué cette salle-là, puis on avait demandé à Stéphane qui fasse la mise en scène. Et du là, ben là, je suis bien occupé avec Marie-Lise Pilote, etc. Donc, on dit, ben, qui pourrait faire ça? Ben, on dit, ben, il y a quelqu'un que je connais qui fait beaucoup d'impro, qui pourrait faire votre mise en scène. Mais il faudrait donner un petit quelque chose. On a un petit quelque chose. On a travaillé les fins de semaine, puis c'était Réal Bossé. J'ai fait la mise en scène de ce spectacle-là à ce moment-là.
Puis on allait pratiquer les soirs, la fin de semaine, dans leur, la place où ils se pratiquaient à faire de l'impro avec la gang de l'époque. Là, donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Et c'est ça qui a mené... Et toutes les organisations qui ont été faites, parce que parallèlement à ça, je travaillais toujours de façon saisonnière à la ville de Châteauguay. Puis, j'avais des idées. Fait que moi, j'arrivais avec des idées comme le concours de la relève châteauguoise qu'on a animé avec mon groupe d'humour aussi, ou juste moi, à un moment donné, où j'animais le concept. Un de mes amis qui était dans mon groupe, Stéphane Brouillard. Donc, c'était notre idée. Puis lui aussi, il étudiait en loisir avec moi. Fait qu'on faisait l'animation, mais on s'occupait du concours en collaboration avec la chef de division culture de l'époque. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'installer, si on veut. Où j'ai commencé à m'installer comme plus organisateur. Et moins l'avant-scène, mais plus... je faisais les deux. Je faisais les deux à cette époque-là. Là, maintenant, je suis plus en arrière-scène. Puis je suis bien avec ça maintenant. À cette époque-là, j'aimais faire les deux, puis j'aimais le plus possible me mettre en avant-scène. Maintenant, mon travail, c'est de faire en sorte que justement, tout le monde soit bien en avant-scène. Puis mon travail, c'est... Puis autant pour les gens qui font de la scène, les professionnels comme les amateurs, mais aussi au niveau des arts visuels, puis pas laisser de côté les gens qui font des ateliers culturels de façon amateur, parce que c'est comme ça que ça part, l'intérêt. La passion, tout ça, Est-ce que c'est au moment où, avec les Rats de marée, vous faites la cinquième salle de la Place des Arts, est-ce que toi, dans ta tête, tu dis-tu, OK, il y a quelque chose, mon avenir est là? Ouais, à ce moment-là, oui. Parce que là, on était encouragés, puis là, on gagnait un prix ici, puis là, on faisait un spectacle à Place des Arts, puis on remplit notre salle. Tu sais, fait que là, c'est... Et à un moment donné, comme dans tout groupe, il y a des intérêts qui s'installent ailleurs. Vous étiez combien? On était 4. Ouais, on était 4. Puis, à un moment donné, ça tombe. Mais moi, j'avais le goût encore de faire de la scène. C'est ce qui mène à la fondation de la LIPS, la Ligue d'improvisation à peine satirique, en 99. Au colonel de Salaberry à Châteauguay. Au colonel de Salaberry. Et là, il y a beaucoup de jeunes d'ici et d'ailleurs qui ont fait beaucoup d'humour, qui ont fait beaucoup d'improvisation théâtrale. Moi, la LIPS, j'étais un fan pendant un bout. Là, je suis peut-être arrivé plus tard. Là. Moi, je suis pas bon avec les dates. Là, Max, parce qu'à un moment, on reparlait de la LIPS. Puis c'est... Mais avec mes amis, on y allait là, religieusement. C'était devenu... à un moment donné, c'était gros. Là. Il y avait du monde au colonel. Là, jusqu'en haut, ça débordait. Il y a eu des grosses années. Puis j'étais là tous les dimanches. Puis j'étais comme... c'était fou. C'était quelque chose. Parle-moi quand ça a commencé. Faire de l'improvisation en 98-99 à Châteauguay un dimanche soir. Je sais pas si c'était le dimanche à cette époque-là. C'était le dimanche soir. Ça a toujours été là, le dimanche. Puis le colonel, c'était tout le temps pas mal la même crowd. Ça a été spécial. Non, mais je parle, tu sais, vers la fin, je me rappelle que des fois, il y avait des clients un peu bizarres qui étaient là. Oui, effectivement. Là, à un moment donné, le colonel était vendu, puis on savait pas trop ce qui se passait. Puis là, il fallait prendre une décision. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'on a décidé de déménager puis de faire les spectacles au centre culturel. Louer la salle. On loue la salle à cette époque-là. C'est pas parce que je travaillais là que la salle, je l'ai gratuitement. Mais toute la partie colonel de Salaberry, c'est qu'effectivement, à un moment donné, c'était devenu difficile de faire du spectacle là parce qu'il y avait des gens qui étaient intoxiqués carrément. Mais toutes les premières années, ça a grimpé beaucoup. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont dans le domaine des communications, de l'humour, ou des comédiens qui ont passé à la LIPS, qui sont maintenant connus aujourd'hui. Tu sais, comme Étienne, mon frère, a fait l'École nationale de l'humour en 2002, avec Maxime Viau, qui était aussi dans mon atelier humour, toute la gang de l'humour de cette époque-là. Il y a eu Philippe Laprise. Philippe Laprise, mais il y en a eu d'autres. Philippe Baun. Mais Christine Morancy. Christine Morancy, c'est la dernière. C'est dans les dernières là, qui travaillait avec nous à la LIPS, qui faisait ça avec nous, puis qui là, présentement, quand on parle de Christine Morancy, le monde savent c'est qui.
Puis quand c'est placé, quand elle a commencé stand-up, j'ai fait « Ah ouais ». Tu sais, moi, je me rappelais de la voir la lips puis de faire comme ah ouais, non, elle va être bonne en stand-up. Elle avait de l'assurance. Puis je me rappelle à l'époque, tu sais, Maxime Viau, j'adore Maxime Viau, mais tu sais, ça reste que votre ligue, tu sais, il y avait quelque chose un peu, c'est ça, tu sais, lousse un peu sur les règles. Il y avait quelque chose de punch, très humour. Tu sais, plus. Petit côté punk, là. Ça paraissait. Ouais, mais pas au début. OK. Mais pas au début. C'est ça. Parce qu'au début, il y avait 4 fondateurs. Hein? Il y avait moi puis mon frère, Étienne et Caroline Trottier. Étienne Legault. Caroline Trottier. Étienne Legault travaille avec moi maintenant. C'est lui qui est en charge de la diffusion. C'est ça. Mais à ce moment-là, on se connaissait parce qu'on avait été présenté par Patrick Loisel, qui était un membre de mon groupe d'humour. Fait que c'est comme ça qu'on a été présenté. Il faisait de l'impro à Valleyfield. Il faisait de l'impro à Valleyfield. Exact. Donc, il vient de stagner. Et là, il y a eu comme on s'est joint. Il y a eu la gang de Valleyfield et la gang de Châteauguay. Ouais. Et là, la gang de Châteauguay était davantage un petit peu plus portée vers l'extraverti, plus le punch. Ouais. OK? Avec une culture plus humoristique. Okay. Et la gang de Valleyfield était beaucoup plus théâtrale vers la construction. Celle de Valleyfield est fort. Justement, le programme théâtre est très prononcé là-bas. Donc, alors, le mélange des deux faisait quelque chose de très bien. À un moment donné, surtout quand Étienne et Maxime ont fait l'École nationale, il y a eu beaucoup plus d'humoristes qui sont arrivés. Puis là, ça a viré plus punch. Ça a viré plus punch et les gens qui étaient davantage intéressés vers le théâtre qui ont quitté tranquillement. C'est ça. Et c'est devenu un petit peu plus punch. Par contre, tu sais, les deux se valaient. Puis, je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir à travers le temps. Ah oui, mais moi, je venais à tous les dimanches pendant longtemps, puis écoute, c'était le fun. Tu sais, il y avait le côté que c'était le dimanche soir, puis là, c'est sûr que c'était une ligue de punch, mais il y avait quelque chose de... c'est dimanche, anyway, soit qu'on retourne travailler, on va à l'école, puis c'est comme... C'était un happening. C'est un happening, le dimanche soir, on va... C'est quelque chose de... Mais moi, je voulais juste finir, c'est que, tu sais, Maxime Viau, c'est ça, quand il embarquait, des fois, on savait quand il voulait aller chercher le point, puis il y avait comme une façon... Mais je me rappelle que quand Christine est arrivée, c'était une... Je me rappelle une année que Maxime rentrait. Puis là, Christine arrivait pour faire comme mon maudit. On va aller puncher dans ta face. Puis là, les deux, puis là, j'étais comme il se passait des moments, tu sais. Il y avait des trucs qui étaient créés au sein même du spectacle qui étaient récurrents puis qui étaient le fun. La toune de la NFL qui, avant la fin, les étoiles, on salue le colonel. Il y avait une espèce de protocole qui était très établi, qui était le fun. Le protocole avait été bâti vraiment en fonction du public. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le public aime ça? Sans trop aller dans la facilité, même si on boudait pas notre plaisir des fois, parce que des fois, aller dans la facilité, ça peut être correct. Ouais. Mais il faut juste avoir un maître de jeu qui garde le contrôle. Puis, mais en même temps, oui, il y avait cette espèce de... on voulait relaxer un petit peu sur certaines règles pour nous permettre des fois d'être un petit peu plus exploratoire. Puis de dire qui gagne, qui perd, on s'en fout. Ouais, ça, c'était clair. D'axer ça sur le spectacle. Dire, OK, la personne qui est dans la salle, elle regarde ça, as-tu du fun? Puis il y en avait du fun. Moi, je me rappelle, en secondaire 5, je quittais le secondaire, j'étais arrivé voir les matchs, enfin, j'avais le droit d'y aller. J'étais trop jeune avant. Puis après ça, hey, veux-tu jouer? OK, j'ai fait ça 6 ans avec vous autres, mais c'était un stress de voir le deuxième étage du monde des marches. Quand elle marche, là, ça, c'était fou. Stressant, mais c'était le fun. Oui, puis tu sais, il y avait une chanson qui avait été composée par Caroline Trottier. Ah oui, c'est vrai. Véronique. Une espèce d'hymne national, un peu, là. Oui, l'hymne sur l'air du pudding à l'arsenic. Ouais, le pudding à l'arsenic, c'est ça. Et tout ça, l'espèce de décorum, puis... L'arbitre des juges de ligne, il y avait... Ouais. Fait que tout ça amenait quelque chose d'un peu... mais en même temps, à cette époque-là, tu sais, puis toute la montée de tu sais, il y avait...
à peu près pas. Tu sais, les premiers 5 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme tel. Il n'y avait pas de... C'est un petit peu bouche à l'oreille. Là. Oui, c'est ça. Puis, dans le fond, on ramassait tous ceux qui voulaient pas écouter Tout le monde en parle. Ouais, ça commençait. C'était à peu près ça. Parce que, tu sais, moi, je viens de Sainte-Martine. Je me rappelle même pas comment. Mais c'est peut-être j'imagine par toi. Tu sais, j'étais ami avec Philippe Roussin. Oui. J'imagine que c'était parce que je sais pas comment. C'est bouche à oreille. Je me rappelle même pas comment, mais je me j'étais comme, oh shit, il se passe ça. quelque chose. Philippe avait été à l'atelier humour. Ouais, c'est ça. Fait que, exact. probablement que c'est de même que j'ai comme compris connu l'existence Puis il y a de du ça, monde, tu sais. je me rappelle, il me semble que moi j'étais plus jeune, mais il y a du monde qui faisait du chemin pour venir jouer. Là. C'était pas nécessairement du monde de la région. Il y en avait qui. On a parlé de Christine Morancy. Christine, de Montréal, c'est quelqu'un de Montréal, mais c'est quelqu'un. Bon, on a des artistes, on a des jeunes d'ici qui vont jouer dans des ligues scolaires. Ou qui ont des expériences ailleurs. Puis, ils se lient d'amitié avec des bons joueurs, puis qui ramenaient à l'Ips aussi. Donc, on exportait nos joueurs, mais on importait aussi. Fait que ça, c'était intéressant. Puis, ça a amené des belles collaborations, puis des beaux projets aussi par la suite, parce qu'il y a eu, quand la Lips a commencé à prendre beaucoup d'ampleur, il y a eu une tournée annuelle en France qui a commencé. Moi, je l'ai fait 2, où on passait 15 jours en France. Donc, il y avait 6 joueurs qui étaient choisis pour partir. Il fallait avoir le temps pour le faire. Mais c'était toute une expérience et on offrait ça à plusieurs de nos joueurs. On dit, regarde, cette année, ça pourrait être toi, es-tu disponible pour partir début octobre, puis passer 15 jours à France, à faire la tournée de la France. Puis des fois, on revenait avec des trophées qu'on montait haut dans les airs. Puis là, ramener quelque chose de Suisse ou de France, le trophée. Ils ne le reverront plus jamais. On l'a maintenant ici au Québec. Parle-moi justement, quand t'es allé 2 fois, l'impro en France, c'est pas pareil comme ici. Là. Il y a des bonnes différences quand même. La manière que les spectacles se déroulent, je veux dire, les gens payent beaucoup pour voir l'impro là-bas, plus qu'ici. Là. Oui, premièrement, il y a plus de monde. Hein? Puis, je ne sais pas si c'est encore comme ça. Moi, la dernière fois que je suis allé, c'était en 2011, ma dernière tournée. Puis, c'est vraiment la tournée que j'ai le plus appréciée parce que la première fois, je sais pas trop, là, le stress. Mais facilement, il y avait des billets qui se vendaient 20 €. Là, 20 €. Puis la salle était pleine. Ici, c'est 2 piastres. C'est ça. Puis là, tu dis, OK, ils ont payé 20 €. Il y a 400-500 personnes dans la salle. OK. Sont venus voir la curiosité, la bête québécoise. Tu veux bien faire. Fait que là, effectivement... Là, ça rentre, là. Puis eux autres, c'est que les ligues là-bas qui nous bookaient, parce qu'on avait une tournée, ils nous payaient. OK? Fait qu'on recevait quelques centaines d'euros à la Lips qui nous permettait de prendre le train puis de continuer notre tournée. On faisait pas de l'argent avec ça, c'était juste l'argent qu'on faisait durant la tournée servait à rembourser la tournée. C'est ça. Mais ça a amené des gens à vivre des expériences vraiment extraordinaires. Je pense, Maxime Villon, on parlait de lui tantôt. Il est retourné plusieurs fois, lui. Là. Lui, ça a été notre envoyé. Lui, c'était notre chef de tournée. Parce que lui, le chef de mission. Le chef de mission qui était là, parce que lui, il connaissait tout le monde là-bas. C'est sûr. Oui. Puis ça a créé aussi des amitiés en France aussi. Puis quand ils venaient ici au Québec, on organisait des matchs au Pavillon de Lille et ailleurs avec eux. Mais tu sais, le jeu là-bas, je te dirais que dépendamment des villes, c'est très différent. Puis c'est pas un jeu qui est nord-américain, donc c'est plus... un petit peu plus théâtral. C'est un public qui est très attentif, mais qui apprécie beaucoup le visuel. Donc, tu sais, souvent ici, là, on nous demande d'écourter tout le temps, vite au punch, go. Et là-bas, on pouvait se permettre de faire du pantomime, carrément de faire des détails, tu sais, d'être quelques secondes à prendre son temps, puis de regarder comme ça, puis de remarquer quelque chose sur son épaule, puis de faire le mouvement. Puis le monde riait parce qu'il était très attentif. Alors que tu fais ça ici en impro, dans un bar, tu te fais crier « Ah ouais! » C'est clair. Fait que le monde sont un petit peu plus patients. Et donc, il y a un ajustement. Par contre,
en même temps, comme on est très gros ici, puis on prend beaucoup de place, puis on y va à l'américaine, c'était plaisant, puis le monde aimait le Québécois en improvisation. On est quand même l'inventeur du jeu. Fait que, et comme plusieurs, on a commencé à faire de l'impro même au primaire. Tandis que là-bas, souvent, ils sont plus vieux en général. Là, oui, puis ils ont appris à faire de l'impro alors qu'ils étaient pour la plupart adultes. Oui, c'est ça. Ça fait une grosse différence. Du théâtre, puis ils arrivent après, c'est ça. Mais maintenant, c'est pas mal implanté. Là. Ils ont vraiment des bons joueurs là, maintenant. Ils n'ont plus rien à envier. Il n'y a plus nécessairement des joueurs qui vont personnifier un arbre pendant une impro complète. C'est un peu un stéréotype qu'on entendait, là, mais bon... on le voyait, à travers les villes, on visitait des ligues maisons de villes où, d'un fois, il y avait des joueurs qui avaient moins d'expérience. Puis dans ce temps-là, nous autres, c'était des faire bien paraître. Ouais. Nous autres, c'est ça qu'on disait. On veut pas les planter. On veut faire en sorte qu'ils paraissent bien. Un bon improvisateur devrait être en mesure de te faire bien paraître. Si tu te fais planter puis tu as l'impression d'avoir été humilié sur le jeu, l'autre en face de toi, c'est pas un bon joueur parce qu'il n'a pas travaillé pour l'histoire, il n'a pas travaillé pour le public. Où il a fait ses 3-4 punches qui t'ont démoli puis t'es sorti la queue entre les jambes, mais ça, c'est pas... C'est du jeu de cégep. Ouais. On voit beaucoup ça au cégep. Puis je le dis de façon péjorative, mais c'est parce que non, je comprends. Au cégep, ça s'enflamme. C'est beaucoup de jeunes ensemble. Puis soudainement, un spotlight. Soudainement, un spotlight, qui ont tous quelque chose à prouver. Donc, c'est un peu cacophonique. Donc, ça prend un certain temps avant que les choses se placent un peu. C'est pour ça que j'appelle ça le jeu de cégep. C'est le temps de l'apprendre comme faut. De trouver sa place dans tout ça. Puis le temps aussi que les moins bons joueurs s'éliminent. Tranquillement. Ouais, c'est ça. Quand l'École nationale de l'humour existait au moment des années 90, que ça t'a tenté d'y aller, de voir ce que par après, là, mais avant, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait? Je te dirais que je te mentirais si je te disais que j'y ai pas pensé un jour. Mais la vie m'a emmené ailleurs, puis je suis vraiment heureux maintenant parce que j'ai pas le goût, j'ai plus le goût d'être en avant-scène. J'ai beaucoup plus de plaisir maintenant, puis je l'ai même découvert aussi à travers mes années au niveau de l'atelier humour. J'avais beaucoup plus de plaisir à vous regarder aller puis vous faire des choses que de le faire moi-même. Puis la vie m'a emmené ailleurs, puis c'est bien correct, franchement, là, et je ne ferais pas ça aujourd'hui. C'est un autre rythme de vie, là. On s'entend, là, c'est... Mais je côtoie les artistes beaucoup parce qu'on a un programme de diffusion à la ville de Châteauguay professionnel. Mais ce travail-là, puis les humoristes, et comme la plupart des artistes professionnels, faut quand même être un peu spécial pour avoir cette vie-là. Oui, certainement. D'ailleurs, Étienne, mon frère, qui est sorti de l'École nationale de l'humour, 2002. n'est plus en avant. Lui aussi, scripteur. C'est un auteur. C'est un auteur de spectacle d'humour. C'est un auteur en télé. Et à la radio aussi maintenant. Oui, c'est ça. Un auteur qui a beaucoup de talent, qui est très en demande, mais il a pris aussi la décision d'être en arrière, puis de fournir ceux qui sont en arrière, en avant. Parce que tu fais pas de route, puis tu travailles pas les jeudis, vendredis, samedi soir, partout. Il faut que tu ailles partir au Québec. C'est ça. Exact. Bon, Étienne, il y a un petit bébé aussi. Fait que maintenant, puis moi, j'ai 4 enfants, puis j'ai eu ma première à 26 ans. Fait qu'à un moment donné, tu fais non. La vie que j'ai choisie, là, certainement. Ça m'a ramené assez vite de dire, ma priorité, c'est mes enfants, c'est ici. Puis, à un moment donné, à une certaine époque, tu dis, je fais quoi, là? Je suis où? Je m'organise quoi? Puis, dans 20 ans, tu te cherches un peu. Puis, à un moment donné, je me disais, OK, là, je m'en vais où? Je vais faire quoi? Puis, je me suis dit, la ville, présentement, une moitié d'année, parce que j'étais coordonnateur des camps une moitié d'année. Je faisais d'autres postes aussi durant l'année, mais aussi l'autre moitié d'année, j'avais une compagnie.
d'animation Oui. d'animaux exotiques dans les je veux écoles. qu'on en parle, ça aussi. J'avais travaillé j'ai un peu fait ça avec aussi. toi. Il m'en a parlé. On avait travaillé ensemble un peu, tu m'avais engagé, puis c'était particulier parce que t'avais, pour être allé chez toi à cette époque-là, t'avais quoi, un bâtiment dédié à tes animaux. Comment ça partit, ça? C'était pas légal. C'était pas légal. Plus ou moins. Hein. C'était pas une fermette. C'était pas une fermette. Non, non. C'était un garage fermé. Sauf que si tu rentrais là-dedans, tu te rendais compte que ça avait l'air plus d'une animalerie qu'un garage. Ouais. Parce que. Fait des aquariums, des. Oh oui, c'était ça parce que la moitié de l'année. Parce que, tu sais, à un moment donné, tu dis, OK, je travaille à la ville la moitié d'année, je fais du loisir. J'aimais beaucoup aussi la gestion de personnel, puis l'animation, parce que j'ai amené beaucoup de techniques d'impro dans l'animation. Aussi, veux pas. Tu t'amènes ta couleur à ton milieu. Puis la moitié de l'année, l'autre moitié, tu fais quoi? Là, tu as un enfant qui arrive. Et là, je me suis dit, je vais me créer ma business. Moi, je connais l'animation. Puis j'ai une passion dans la vie aussi qui était la biologie puis les animaux que j'avais depuis que je suis petit. Fait que là, tu combines les deux, tu dis, OK, je vais faire ça. Je vais me promener dans les écoles secondaires, un peu partout. Puis je vais proposer des ateliers destinés aux enfants, mais à la fin, j'en faisais même adulte en psychiatrie. Je l'ai fait avec des personnes qui avaient toutes sortes de problèmes et je me promenais avec mes animaux puis je faisais de la vulgarisation scientifique avec ces animaux-là. Mais c'était de l'entretien. C'était de l'organisation. Mais t'avais combien d'animaux? Explique un peu ce genre d'animaux. C'était pas un chien et un chat, nécessairement. Là. Non. En fait, t'avais pas ces animaux-là. Non, à un moment donné, j'ai eu un petit peu d'animaux de ferme. J'ai eu un petit peu de poules, noix. J'ai eu canard. Mais dans mon garage, c'était principalement serpents, lézards, araignées, toutes sortes de patente. Ah oui. Oui, puis l'affaire, c'est que j'étais assez bien reçu dans les classes puis dans les écoles en général parce que c'était pas les animaux qu'ils voyaient souvent puis c'était souvent ça mon critère c'est ça, pour acquérir l'animal. C'était, c'est pas un animal que les gens voient. Fait que, et là, je partais à faire la recherche sur l'animal. Je faisais toutes mes fiches, etc. Trouver comment le présenter, la façon la plus spectaculaire ça l'était. De le présenter. Et mettre ça sur des fiches. Puis quand j'embauchais des animateurs, parce que des fois, on partait une journée complète dans une école à Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, dans un service de garde, et là, on arrivait là avec 20-30 animaux. Un scorpion, t'as eu un boa, à un moment donné, ça m'avait jeté à terre. Et puis là, chacun avait ses animaux à présenter, son type d'atelier. Il y en a un qui avait les reptiles, il y en a un autre qui parlait des mammifères, il y en a un autre qui parlait de ça. Et on passait la journée là. Donc, l'autre moitié de l'année, c'est ça que je faisais temps plein. Donc, c'était de la gestion de personnel, c'était du privé, c'était de l'organisation, puis c'était des contrats, puis de la gestion de contrats avec les écoles. Mais j'ai connu là aussi beaucoup de jeunes qui m'en parlent encore aujourd'hui, qui m'appellent encore Phil le bibitologue. Donc, quand tu regardes toutes les générations de gens que j'ai connus, les animateurs que j'ai connus à titre de responsable, coordonnateur des camps de jour, aussi avec l'impro, avec mes jeunes que j'ai rencontrés à LPP, puis tu me rajoutes à ça les spectacles puis les animaux, quand je me promène dans le centre d'achat ou au supermarché, je m'arrête souvent, puis franchement, c'est plaisant. Là. C'est clair. T'étais comme le Georges Brassard c'est ça. Ah non, c'était fascinant, je me rappelle. Tu venais me chercher, puis OK. À l'arrière, Marc, tu sais pas encore, là, mais il y a un hérisson, il y a un crabe des neiges, je sais pas trop quoi. Il y a ça. Voici les fiches. Puis souvent, quand je le présentais aux enfants, c'est la première fois que moi-même, je suis en contact avec l'animal. Il y en a que ça va bien, ils font bon. Il y en a que tu sais pas comment les prendre. Je me rappelle, ça m'a marqué, mais peut-être que je suis pas le bon nom, mais un
un 5 à langue bleue. Ça existe, ça? Oui, ça existe. Je me rappelle quand j'ai mis ça dans mes mains puis que ça bougeait, j'avais plus peur que les enfants. Là. Ouais, moi, je préfère quand ça bouge un animal vivant. Oui, évidemment. Mais oui, Oui, mais en fait, c'est un peu la méthode dure, là. Tu sais, il n'y a pas de méthode. Comment t'apprends à prendre un lézard? Mets ta main ici. Prenais la main comme ça, j'y mettais dedans. Voilà. Maintenant, tu le manipules comme ça. T'es-tu prête? Oui, OK. Ta fiche est là. Fait que t'as une demi-heure pour apprendre ce qui est écrit là-dessus. Mais évidemment, ça, c'était pour l'école primaire. Donc, on faisait l'animation pour des petits. Quand je faisais l'animation pour les écoles secondaires, par exemple, ben là, c'est moi qui y allais parce que là, il fallait un petit peu plus de recherche, puis des fois, c'était des thèmes un petit peu plus élaborés. Non, c'est ça. C'est clair. Mais quand dernièrement, on a vu à Villeray un alligator là, se promener, t'as-tu ramené des souvenirs de comme... J'aurais pu perdre mon boa. Non, moi, il n'y a rien qui s'est échappé de chez nous, à part une oie à un moment donné qui est partie. Mais il n'y a rien qui a quitté mon garage. C'est ça. Mais il y a des choses qui se sont promenées dans le garage. Ouais, non, j'en doute pas. Mon boa, à un moment donné, je l'ai trouvé. Je le cherchais. As-tu quelque chose dans la bouche? Il était en dessous de mon frigidaire, mais il s'était enroulé comme après le moteur en dessous. Ouais. Oh my God! Et moi, je me suis dit, je vais aller le chercher. Je suis tout seul. Fait que, tu sais, un bras à tenir le frigidaire, puis l'autre bras à essayer de le sortir de là. Je me trouvais bien imbécile dans mon affaire parce que je m'étais placé dans une très mauvaise position. Franchement, là... il aurait pu... Tu sais, la mode des téléphones cellulaires n'était pas encore là pour regarder quelqu'un avoir des problèmes. Là. C'était assez capoté mon affaire. Puis, tu sais, à une minute, c'était pas un petit serpent. Là. Non. Il faisait 5 pieds et quelques. Là. Il faisait 6 pieds. Quand même. T'as jamais eu cette peur? T'as toujours la curiosité puis t'as toujours été à l'aise avec ces animaux-là parce que... Ben, oui, tous les reptiles et tous ces animaux-là, aucun problème. Je te dis, les araignées, j'avais des problèmes. Puis là, je me disais, puis même au début, j'habitais en appartement, puis T'en avais déjà? J'en avais déjà, puis sur le balcon, je l'avais fermé, puis je l'avais arrangé pour recevoir ça, puis mon propriétaire était d'accord, mais c'était un peu capoté, mon affaire. Mais tu sais, il faut vivre. Puis... Et je m'étais dit, je peux pas faire des activités puis rencontrer des jeunes si j'amène pas des fois des araignées, tu sais, des migales, des tarentules. Ouais. Fait que, mais ça m'écœurait un peu, pas des voir, je trouvais ça fascinant, mais des prendre. Ouais. Mais au début, je me suis désensibilisé. Okay. J'ai carrément, je n'ai eu une, je l'ai acheté carrément, puis j'ai commencé à être touché avec le gant. Après ça, je me mets sur le gant. Après ça, un plus petit gant. Puis après ça, directement dans la main. La première fois, j'avais chaud dans la main. J'en ai pas. Mais après ça, je pense que c'est un peu ça pour tout. Il faut que tu te désensibilises. Puis maintenant, j'ai aucun problème. Puis quand Max arrivait, il n'y avait pas tout ça. Tu mettais direct dans la main. les plus, pas dangereux, mais les plus inquiétants, c'est Phil qui s'en occupait. Ouais, les plus inquiétants, je m'égare. C'est clair. C'est comme j'ai désensibilisé. Max, mets ça dans ta main. J'en avais eu une couple de faciles. J'avais des grenouilles avec des suces. Comment t'appelles ça? Les grenouilles TELUS? Les rainettes. Les rainettes, ouais, c'est ça. Des trucs comme ça. Tu sais que c'est quand même impressionnant quand t'en as jamais vu, mais ça je me faisais placer dans le visage, là, pour me grimper dans le visage. Puis le but, c'était tout le temps d'intéresser les enfants. Puis... On pouvait se créer un personnage, j'ai capturé hier, je vous amène ça. C'était d'amener... Ça va être plus facile. Au primaire, c'est ça. Au primaire. Par contre, mais au secondaire, on pouvait aller plus loin. Moi, je me rappelle... j'ai été invité dans des classes là, de jeunes pas faciles là, qui étaient en décrochage scolaire, puis on était à la limite de la délinquance, puis je le savais, je rentrais dans la classe, puis il m'avait enligné, puis il se disait, on va y faire tout un show. Sauf que je savais que je savais dans quoi je m'embarquais, puis le premier en avant, tu sais, de regarder mes années d'animation. M'avait appris certaines choses. Je spottais vite le leader de la gang. Je le prenais, je le menais en avant. C'est mon cobaye.
Ouais, puis je prenais la main comme ça, puis je prenais mon scorpion en prendre, je le mettais dans la main, puis je dis si tu bouges trop, il va te piquer. Le respect que je pouvais avoir pendant 1 heure, c'était incroyable. C'est clair. C'est clair. Fait que, tu sais, même les profs étaient jaloux. Je dis, mais j'ai quand même un arme, je peux te laisser mon scorpion si tu veux. Ouais, c'est clair. T'aurais pu faire un sideline de ton sideline de genre vendre des scorpions. C'est vrai, ça pourrait être pratique. Ouais, c'est ça. Ben oui, il y a beaucoup de classes au centre primaire, ils ont un oiseau, ils ont un hamster. J'avoue que se faire mettre un scorpion dans la main... change un peu d'air. C'est ça. Ben, c'est ça, mais en fait, il était surpris, mais en fait, ça revirait à joke. Mais tu sais, tout de suite, je me plaçais ces jeunes-là de mon côté. Ben oui, puis, c'est clair. non, je suis pas là pour vous faire flatter un lapin, là. Je vais vous montrer quelque chose que vous avez jamais vu, puis vous allez passer un bon moment. Fait que, arrangez-vous pour que ça soit le fun pour les deux. Ouais. Puis je pense qu'ils comprenaient assez vite. Puis quand tu te mets ami vite, puis copain avec le leader de la gang, ça va. qui s'était peut-être dit que je vais faire peut-être un peu de trouble pendant l'atelier, mais ça me donnait au moins 1 heure de calme. C'est ça. Quand tu reviens, la glace est brisée. On parle aussi l'autre vague d'humour avec Pierre d'en face. Oui. Qui était arrivé plus un petit peu quelques années après avec Étienne, ton frère, avec Maxime, Vio, eux qui sortaient de l'École nationale de l'humour. Puis là, vous avez comme entrepris des spectacles, des soirées. Puis là, il faut quand même mentionner que c'est au début 2000. C'est pas comme en ce moment où là, il en pleut, les soirées, il y a le bordel, il y a 1000 affaires. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Il y avait Saint-Lazare, je me rappelle, vous y allez souvent, mais parle-moi un peu de ce moment-là de faire du sketch dans des bars. Ouais, oui, parce que les gens... là, on quittait tranquillement la mode des personnages chez les humoristes. Et on s'en allait ailleurs. Le stand-up avait commencé, surtout dans les bars. Puis nous autres, on était 3. Puis il faut comprendre que les 2 jeunes, Maxime et Étienne, ils sortent de l'École nationale de l'humour. Puis ils disent, on veut faire des spectacles. Puis ils viennent me voir, ils disent, ça te tente-tu d'embarquer avec nous autres? OK. Fait que à partir de 2003, je me rembarque dans l'humour avec 2 enfants. Puis là, on se met à se promener un peu partout. On fait la tournée des bars dans la province. À Victoriaville, à Gatineau, à Saint-Lazare, Québec, à Montréal, à plusieurs endroits où maintenant on entend beaucoup parler du bordel, où les jeunes humoristes vont livrer leur matériel, puis des fois ils en font même 3 dans la soirée pour placer un numéro, mais c'était pas comme ça à l'époque. Et mais ça nous permettait de faire nos numéros. Puis aussi, à un moment donné, on a rapidement vu la possibilité de faire des sketchs vidéo. On est allé un petit peu loin là-dedans à un moment donné. Mais moi, j'ai chez nous le DVD. Je l'ai acheté. Je l'ai retrouvé l'autre fois chez mes parents. J'ai fait, j'ai ça. Ça fait longtemps, mais je l'avais écouté beaucoup. C'est drôle parce que cette émission, au départ, cette émission-là a été... Ici. Ça a été créé pour la télé. Qui était CTGC à l'époque. C'était CTGC à l'époque. Donc, on avait signé une entente pour quelques émissions qu'on a commencé à produire. Vous-même, là? Oui. Sauf que le problème, c'est que le contenu... Mais je pense que c'est le sketch des pelles d'en face, ça se peut-tu? Les enfants, puis le hockey dans le rue. C'était pas très politiquement correct et l'heure de l'écoute ne correspondait pas. Donc, le projet a avorté. Sauf que on avait tourné plusieurs sketchs, alors on avait le matériel, fait qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a créé le DVD, qu'on a commencé à vendre, mais il y a des sketchs aussi qu'on a commencé à présenter. On arrivait avec nos écrans, on demandait des écrans vidéo dans les bars, puis on présentait aussi nos sketchs vidéo d'un bar. C'est super payant. Donc, en entrée, avant que nous autres on vienne, il avait déjà vu un sketch de nous autres sur vidéo. Et ça, c'était avant qu'il y ait la mode avec... le groupe qui a fait des sketchs à la télé qui... les Chick and Swell. C'était juste un peu avant. Mais c'était dans la même ambiance, tu sais, homemade, absurde. Un peu absurde. On avait peut-être un petit peu plus...
le côté cinématographique Ouais, était plus là pour nous parce qu'on est toujours... Il y avait la musique, il y avait... On aimait le cinéma. Ouais. Donc... je me rappelle du sketch de la guerre. Je pense que tu jouais pas là-dedans, Max. Ouais, le débarquement de Normandie. Moi, j'avais joué là-dedans, la chanson de la 2. On faisait des pastiches. On faisait un sketch à la manière du... par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan ou à la manière du film de guerre La mince ligne rouge, la ligne rouge plutôt. Où on prenait un genre cinématographique pour dire OK, on va aller là-dedans, on va faire ça. Donc, c'était assez exploratoire. Puis des fois, c'était juste niaiseux. Ouais. Oui, mais oui, il y a plusieurs personnes qui disaient Hey, j'ai encore ton DVD de l'époque. Puis là, je dis arrête de parler de ça, je suis maintenant un monsieur sérieux. C'est ça. De toute façon, personne n'a de lecteur DVD maintenant. Je ne me promène plus dans les rues de Châteauguay à donner des coups de pelle aux passants. Effectivement. Puis tout ça c'était du cinéma. Oui, c'était vraiment. pas vrai. Mais tout ça pour dire que ça amène aussi à vos propres soirées à Châteauguay au Centre culturel. Ouais. J'étais là religieusement. Vous aviez des invités qui maintenant ils étaient déjà connus, mais qui sont encore plus connus maintenant dans votre réseau que vous étiez fait. Une soirée d'humour qui attirait beaucoup de monde une fois semaine, je pense. Ben oui, c'était une fois aux 2 semaines. Ouais. Ça s'appelait les Jeudis de l'humour. Jeudi d'humour. Et je me rappelle que c'était 2005, 2006, 2007, dans ce coin-là. Ouais. Moi, j'étais jeune cadre à la ville, mais j'avais déjà commencé à faire... Je continuais quand même à faire les spectacles parce que c'était super le fun à faire. Puis on avait le canevas des Saturday Night Live. Oui, vous étiez des gros fans de ça. On était des gros fans de ça. Fait que le canevas, avec les nouvelles, avec le sketch des nouvelles, donc on se basait ça là-dessus. Et on invitait des amis humoristes qui faisaient des 15 minutes de numéros. Puis on faisait des numéros communs où on leur envoyait le texte une semaine avant. Puis on leur dit, dans une semaine, on le fait sur la scène. Ouais. Donc... Pas de pratique vraiment entre les deux. Là. Pas de pratique vraiment entre les deux. Ça a donné vraiment des petits moments magiques, surtout avec certains humoristes. Stéphane Fallu était du genre à ne pas respecter le texte. Parce que quand j'ai commencé ici, j'étais étudiant d'été. Puis j'étais allé filmer un soir avec c'était Hugo Lefort qui était journaliste. On est allé filmer puis c'était le soir de Fallu puis La Prise. Oui. On faisait des entrevues, puis moi ça m'a marqué. J'ai passé la soirée backstage avec vous autres. Puis je me rappelle que on avait fait des entrevues avec La Prise, Fallu, mais on voulait avec vous parce que c'était le côté local, vous êtes du monde ici parler. Même année, c'était comme mais on va faire après Fallu, il y a sketch, puis à la fin. Puis là Fallu était sur la scène. Puis là, on était là, on parlait. Hey, ça fait longtemps. Puis on a regardé la montre. Je pense que ça faisait 1 heure qu'il était sur la scène. Il était supposé faire, je sais pas, 30-45. Il est revenu. Ouais. Il est revenu backstage en parlant. Il s'est pris une bière. Puis il continuait à parler. Puis il est retourné sur la scène. Puis je fais C'était des soirées très libres. C'était fou, là. C'était fou. C'était d'inviter des amis humoristes. Puis là, le party pognait d'un fois, là, les fous rires qu'il pouvait y avoir à la fois sur la scène, puis en même temps... En même temps, dans la salle, il y a certaines soirées qui étaient vraiment magiques. Puis on s'entend là, on avait 2 semaines pour écrire un autre spectacle. Ouais, ça va vite. De 2 heures. C'est incroyable, mais oui. Tu sais, fait que, alors, on n'avait pas le temps de s'assiner bien gros sur les idées. Il fallait y aller. Puis le texte commun, il l'avait 4-5 jours avant. Puis ça, c'est quand il l'avait lu comme il faut. Je me rappelle qu'il a fallu... c'est soit que, tu sais, parce qu'il est resté vraiment trop longtemps, puis il a fait de l'impro. Puis quand il est revenu, puis c'est sketch commun, je me rappelle qu'il a mis son texte, il y avait un fusil, je pense qu'il faisait un vol. Il l'avait sur le fusil, puis il l'a sorti, puis il a son texte. En tout cas, c'était le délire. Là, mais c'était accepté parce que justement, c'était... Parce qu'on comprenait la... Oui, puis à Saturday Night Live, c'est ça aussi. En fait, ils n'ont pas de texte ici. Non, mais on le voit qu'il lit. Puis Saturday Night Live, c'est ça, il décroche, puis c'est comme on comprend que c'est live, puis qu'on sait que c'était dans... Tu sais, c'est de, mettons, 2 semaines, mais c'est la même idée de, OK, ils ont écrit dans la semaine, ils arrivent le samedi, c'est live, puis whoop. Il y a eu une répétition, puis là, il y en a un qui décroche, mais c'est ça, puis c'est ça. Je me rappelle, Philippe Bang qui était souvent là, il faisait les premières parties de Louis-José Hood. Je me rappelle qu'il avait appelé Louis-José Hood sur la scène en disant Hey, Louis, je suis à Châteauguay devant 200 personnes, veux-tu venir la semaine prochaine? Puis en 2005, là, c'est incroyable. Oui, c'était en 2006. Puis je vais te dire pourquoi je m'en rappelle très bien, parce que
ça, c'était une semaine avant que ma fille, qui a maintenant 13 ans, naisse. OK? Et Philippe Bond, il dit, dans une semaine, veux-tu être sur la scène? Ils ont fini les Jeudis de l'humour, mais vu que t'es là, on en fait un autre. Fait qu'on dit OK. Et pendant qu'il parle, je fais OK, on ouvre la billetterie. Parce que là, tu pendant qu'il parle au téléphone, fait que là, on a dit, là, le monde qui sont dans la salle, ils vont au moins avoir un billet tout de suite, parce que là, tu pouvais voir Louis-José Hood pour 10$. Là. Ouais. C'est ça. Mais nous autres, on avait aussi notre partie à écrire, tout ça. Fait qu'on a fait ça. Et la Rose... ma fille est née le matin du spectacle avec Louis-José. OK. Fait que moi, je suis parti de l'hôpital pour aller faire ce spectacle-là. Ah, wow. Fait que je me rappelle T'as pas très dormi, bien. puis tu fais ça un show dans... 31 août 2006. Nice. C'était vraiment des beaux moments, ça, je m'en rappellerai toujours. Là. C'était des grosses salles, ça revient à la Lips. C'était un rendez-vous là, qui était très attendu. C'était seulement que l'été, me semble. Oui, c'était seulement l'été. Puis vous aviez vos vidéos aussi que vous mettez en alternance. Oui, exact. Qui nous permettait de faire des transitions aussi entre les différents sketchs. Puis... ça aussi, parce que le monde voyait, parce que ça, on n'avait pas d'été là, quand on faisait ça. J'avais mon travail de jour, il y avait ces spectacles-là qu'il fallait organiser, qui étaient d'une certaine façon un loisir. Mais un loisir prenant, puis il y avait les enfants à travers ça. Fait que c'était pas des étés reposants. Mais c'était plaisant, par exemple. Puis aujourd'hui, dans le cadre de mon travail de diffusion à la ville, parce qu'on ne fait pas juste de la diffusion, mais on en fait, entre autres, quand je revois ces artistes-là, c'est dans différentes soirées ou quand on les invite à Châteauguay pour faire des spectacles, on se remémore ces moments-là, puis on a ça en commun. Fait que ça, c'est intéressant de se rappeler aussi cette époque-là, l'époque où eux aussi débutaient. Oui, tout à fait. Parle-moi de justement le côté de ton emploi. Ton mandat, c'est à la ville de Châteauguay, c'est d'offrir justement une diversité de spectacles de tout genre. C'est quoi les gros défis que toi et ton équipe avez à relever là, parce que. Ouais. En fait, les gens. Ce qu'ils voient le plus, c'est ce qui paraît. J'ai le mandat encore, à un autre niveau, mais j'ai le mandat encore des camps de jour. Oui. J'ai le mandat de la diffusion professionnelle de spectacles, le dépliant que les gens reçoivent, le Château-Seine. Donc, Activité Château-Seine, ça fait partie de la division culture. Okay. Mais il y a tout le côté soutien aux organismes. Tous les organismes culturels, récréatifs, communautaires, c'est avec mon équipe. Okay. On fait ce soutien-là. Le soutien pour les activités là, de ces organismes-là, mais aussi pour leurs événements. Tu sais, un organisme qui comme les Irish, qui font le défilé de la Saint-Patrick, ben, c'est nous qui assurons le soutien technique, qui faisons le suivi avec eux, Fête nationale ou le Festival Jerk fait par l'organisme Horizon. Donc, tu sais, organiser un événement, qu'il soit petit ou grand, c'est les mêmes méthodes. Ouais. Quand on organise à 18 ans, 19 ans, un concours de la relève châteauguoise, on organise un spectacle à la 5e salle de la Place des Arts, ou qu'on organise un défilé ou une fête familiale aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même manière de travailler, c'est les mêmes outils. Ce qui m'amène à parler des événements. On en a de plus en plus des événements parce que les gens aiment bien ça. Tu sais, des fois, c'est des clés en main, mais il faut assurer un certain soutien technique ou avoir des ententes avec ces gens-là, comme le Poutine Fest qui est venu l'été passé. Mais il y a aussi des événements qui sont créés et faits par nous. Le Festival Accédance. Oui, qu'on parle. Le Festival Accédance, c'est un des festivals
assez reconnu Oui. dans le domaine de la danse, mais danse pour adolescents. Ouais. Donc, on reçoit 400 jeunes d'un peu partout au Québec à la fin du mois de mars. Puis c'est un festival qui a maintenant 10 ans, plus de 10 ans. Ah, déjà. Il y a la fête familiale, Noël. défilé de Noël, les activités Ben, qui est d'Halloween. gros, ouais. Fait que toutes ces activités-là, mais aussi tout ce qui est art visuel, cours et ateliers, que ce soit récréatif ou culturel. Le ciné-club, le cinéma. Oui. Donc, ça fait partie aussi des choses que je m'occupe. Moi, je m'occupe de la programmation parce que je me garde tout le temps ça. Normalement, souvent, dans les différents centres culturels, c'est les techniciens loisirs qui s'occupent de la programmation. Mais au niveau du cinéma, je me garde. Ah, au niveau du cinéma, t'es un grand fan de cinéma. Un grand cinéphile. Ouais. C'est quoi, mettons, tes coups de cœur? De tous les temps? Ben, de tous les temps, mais dernièrement, j'ai pas des choses qui est dans ton radar, que tu serais le fun. Parce que dans le fond, le ciné-club, c'est ça, t'essayes, j'imagine aussi d'avoir une diversité là, Ouais. parce que Ben, à un moment, quand j'ai débuté, j'allais un peu partout au niveau du ciné-club. Après ça, je suis parti aussi du public. Ouais. C'est-à-dire que le public typique du ciné-club, surtout dans la projection du jour, le lundi après-midi, une clientèle plus âgée. ouais, mes grands-parents, ils vont souvent. Oui, une clientèle plus âgée. Ben, tu sais, pour y aller dans le jour, C'est le lundi, c'est ça. c'est ça. Puis y aller le lundi soir, ben généralement, c'est des gens qui travaillent pas le lendemain. Donc, la clientèle est plus âgée. Il y en a aussi des jeunes qui y vont, mais c'est généralement plus âgé. Et à un moment donné, je présentais des films internationaux avec des sous-titres. Puis les gens disaient, écoutez, ça se passe vite. Ça se passe vite, on a de la misère à lire, puis c'est pas le fun. Fait que rapidement, je me suis dit, OK. On s'est assis, puis on a dit, qu'est-ce que vous aimez? Ben, puis on est parti d'un compromis avec carrément les gens qui qu'est-ce que vous voulez? Et on a bâti en fonction de ça, les gens ce qu'ils veulent, puis aussi, on est en collaboration avec l'Association des cinémas parallèles du Québec, qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est du cinéma d'auteur. Oui. Du cinéma international, mais d'abord le cinéma québécois. OK, qui passe comme un coup de vent dans nos cinémas ici. Si t'étais pas là disponible pendant 2 semaines, tu l'as manqué. 2 semaines. C'est généreux. Ça va vite. Puis 2 semaines peut-être à Montréal, mais pas 2 semaines ici. Non, c'est ça. Puis 2 semaines au cinéma Beaubien, puis même là, ça se passe vite. J'en rate des films, puis j'adore ça. C'est ça. Fait que, tu sais, les gens peuvent... Ils savent maintenant que si un film comme Il pleuvait des oiseaux sort, je vais le présenter au ciné-club. C'est ça. Je voulais en parler parce que moi, j'ai capoté ce film-là. Ouais. Je trouve ça tellement beau, là, puis ça m'a vraiment touché, puis c'est un des films québécois qui m'a le plus marqué dans les dernières années, je te dirais. Là. Oui, puis c'est tellement... Puis tout le monde peut aimer ça, tu sais. C'est que c'est... Parce que puis c'est un peu ça aussi, je voulais parler de... Parce que tu disais, je mettais des films étrangers, sous-titrés, mais l'idée, c'est aussi de... Comme un peu ce que tu faisais avec les jeunes, en humour, de les intéresser pour ouvrir après, tu sais. Absolument. Pas de dire, OK, ça, le film coréen, ça, clac, écoutez ça, puis là, ça leur fait peur, ils comprennent pas, puis... Ben, je voulais présenter le film Parasite. Oui, je l'ai vu, on l'a vu ensemble, en plus, j'ai capoté, mais... Adoré ça. Mais là, parce que là, il y a des négociations aussi avec des compagnies aussi là-dedans, puis finalement, il était pas disponible, je pouvais pas le présenter. Fait que à la place, je présente Sympathie pour le diable, là. Okay. Un film sur pas vu, mais avec Niels Schneider. Oui, Schneider. Un film français, mais avec un Québécois avec le rôle principal, basé sur l'histoire vraie du journaliste là, qui était là au moment de la guerre là, en Europe. Voyons. Algérie, je sais pas si non, je vais vous revenir. Mais c'est parce que les gens disent tu peux-tu présenter tel film? Ben, c'est parce qu'on part d'une liste qui nous est fournie par l'Association des cinémas parallèles. Puis il y a des dates au niveau de quand est-ce que les films sont disponibles. Ouais, c'est ça. Mais les gens qui viennent sont contents parce que, premièrement, le popcorn est gratis. Là, ça apprend des choses. On n'a pas dédaigné. Et ils ont une qualité d'image exceptionnelle parce qu'on a un très bon projecteur, parce qu'on a eu une subvention il y a
il y a 4 ans, le gouvernement offrait des subventions pour la conversion au numérique. OK. On a eu un très bon projecteur et donc la qualité du son et de l'image au Petit Centre culturel, une salle de 200 places, regarder un film là, c'est super. Là. Fait que, mais oui, effectivement, c'est de présenter des films le plus possible de plus de pays différents, en favorisant le Québec, sans aller vers des films que je ne présenterai pas, parce que c'est pas parce que c'est québécois que c'est bon. Non. Puis il y a du monde qui vont dire le contraire, mais je vais m'obstiner aussi avec eux. Ouais, moi aussi. Non, tout à fait. Mais aussi, en même temps, de présenter des types de films différents. Pas juste des drames, pas juste... Des fois, d'y aller vers le suspense, des fois, d'aller vers un peu champ gauche. Puis de leur faire découvrir des choses. Parce que c'est ça, il faut ouvrir les gens à différents cinémas avec des trucs qui sont bien faits, mais qui poussent pas trop l'enveloppe. Un moment donné, t'en passes un, j'imagine, t'essayes, ou sans trop aller vraiment à l'extrême, mais juste voir, tester les limites, de repousser un peu. Que ce soit au ciné-club ou que ce soit dans la programmation de Château-Sainte au niveau des spectacles, Étienne, c'est lui qui fait plus les choix que moi, mais j'ai confirme avec lui, ou n'importe quelle programmation, ce qu'on dit aux citoyens ou à tous ceux qui veulent venir voir ces œuvres-là, l'œuvre, il y a notre saut. C'est bon. Okay? Ça veut pas dire que moi, c'est mon artiste préféré. Ça veut pas dire que j'aime nécessairement cet artiste-là. Parce que je suis pas là pour mes goûts à moi, je suis là pour les gens ou en offrir le plus large gamme de type de spectacle ou de cinéma possible, mais de dire ce qu'on présente, on vous le dit, là, c'est de la qualité. Tu peux ne pas aimer ça, mais c'est de la qualité pareil. Mais est-ce que le fait que, parce que justement, là, c'est comme vous avez parti, c'est comme c'est une autre entité, Château-Sainte, mais qui est comme, vous êtes un diffuseur de ville, est-ce que ça vous donne quand même des latitudes comparé, mettons, à un privé qui puis en même temps, il y a tout le temps l'idée, les redevances, parce que on a payé pour ça, puis je sais pas, mais tu sais, dans le sens que le privé, lui, va peut-être se dire, moi, il faut que la salle soit pleine tout le temps. Ou... Ben, le privé, en fait, ce sont des corporations, ce sont des organismes à but non lucratif. Il y en a d'autres diffuseurs municipaux au Québec. Gatineau en est un, entre autres. Puis il y en a d'autres. La plupart travaillent avec un conseil d'administration. Nous, c'est différent. C'est effectivement un diffuseur qui est municipal. Il y en a encore au Québec. Là. Il y a du monde qui pense que Châteauguay, c'est le seul. Non, il y en a d'autres. Puis il y en a d'autres que c'est différent. Des fois, c'est une corporation, mais les employés sont prêtés par la ville. Ou, dans certains cas, comme à Valleyfield ou ailleurs, ou à Saint-Jean-sur-Richelieu, la ville envoie comme une espèce de subvention, un soutien à la corporation, une entente carrément, puis il est soutenu de cette façon-là parce qu'il contribue à la vie culturelle, mais aussi à la vie économique du secteur. Parce que les soirs où il y a des spectacles ici en ville, les gens vont au restaurant, vous regardez partout dans les restaurants à Châteauguay, c'est plein. Donc, cette contribution-là, elle est là, puis il faut la faire. Par contre, c'est des réalités différentes. Tu sais, nous, par exemple, on n'a pas une équipe de communication dédiée au spectacle. Oui, c'est ça. On a l'équipe de communication de la ville, c'est l'équipe de communication de la ville. Au complet, c'est ça. Au complet, c'est différent. Donc, des fois, on n'a pas les mêmes moyens d'une certaine façon, mais en même temps, ça nous oblige à être d'être créatif parce qu'on n'est pas une grosse équipe. Non, je vous ai dit, dans le fond, tout le champ d'expertise où on fait aussi de l'histoire et du patrimoine. Donc, c'est très large comme type d'activité. Et en même temps, on n'est pas une grosse équipe. Fait qu'il faut apprendre à faire tout ça, mais c'est ce qui rend aussi notre travail intéressant. Puis, pourquoi on a enlevé Ville de Châteauguay, même s'il est là pareil, la Ville de Châteauguay, mais pourquoi on est allé chercher Château-Sainte? D'avoir une identité. Mais c'est une identité... Le diffuseur, c'est Ville de Châteauguay. C'est pas Château-Sainte. Château-Sainte, c'est comme une marque, si on veut. Puis ça a été pensé parce que les gens pensaient des autres villes autour.
Le diffuseur, là, il est régional. OK? Le mandat donné par le gouvernement, c'est la région. Oui, c'est ça. C'est que les spectacles, c'est pas juste pour Châteauguay. Tu peux venir de Sainte-Martine, tu peux aller chercher Bourne. Oui, c'est ça. Donc, le mandat, il est régional. Et souvent, les autres villes ou les gens des autres villes disent on peut-tu y aller pareil, même si le diffuseur, c'est ville de Châteauguay? Pour éliminer ces questions-là dans la tête des gens, on se dit, regarde, c'est Château-Seine. Ouais. Fait que c'est pour toute la région. Puis on fait venir des artistes de partout. Vos meilleurs artistes, on les invite à Châteauguay, ils vont passer. Venez les voir parce qu'aller à Montréal à cette heure, c'est un voyage désagréable. Il y en a qui refusent d'y aller. Mes parents, ils vont plus. Un voyage désagréable et souvent très onéreux. Ouais. Parce qu'il faut que tu partes quasiment 4 heures d'avance. Fait que là, gardienne, souper. Parking. Puis à la limite, quasiment couché, là. Ouais. Parce que tu reviens à 2 heures du matin avec tous les détours. Fait que dans le fond, le local ou d'utiliser, de faire travailler les gens localement et de venir voir ces spectacles localement devient non seulement favorable au niveau économique, mais aussi même écologique. Là. Tu sais, on s'entend, là. On dépense moins de gaz, on est dans notre région, le stationnement est gratis, puis les gens qui travaillent, ils viennent d'ici. Ils viennent d'ici. Que ce soit Héritage Saint-Bernard qui s'occupe du bar, qui est un organisme d'ici, que ce soit notre équipe de diffusion à la théâtrie, c'est des gens d'ici. Pour la plupart des étudiants ou des jeunes retraités. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Ouais. Puis non, c'est sûr, c'est le fun. Puis tu vas te chercher justement tout le monde de la région qui, là, on va aller au spectacle à Châteauguay, on va aller dans un resto peut-être. Ça. Puis en plus, le pavillon de l'île, Héritage Saint-Bernard, on s'entend que c'est tellement un méchant beau spot. Là. L'idée d'être sur l'île, tu sais, ça amène certains défis. Le défi, puis je sais, puis j'ai pas peur d'en parler parce que les gens m'en parlent. C'est sûr qu'au niveau du stationnement, c'est plus difficile. Au niveau parce que les soirs de spectacle, ça a tendance à déborder un peu. Quand on sait qu'il y a 2-3 événements en même temps, on essaie de mettre des navettes disponibles parce que ça n'en demeure pas moins que c'est une île puis il y a un petit pont. Là, c'est ça. Fait que c'est pas comme avoir une salle en plein centre-ville, ce qui pourrait nous rendre la tâche plus facile à ce niveau-là. Par contre, le cadre enchanteur de l'île est super porteur aussi. D'aller prendre un verre au bistrot, de dire, je peux aller, j'arrive plus tôt, on peut profiter. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment unique comme salle, là, avec le décor, tu sais, tout ça. Fait que la réponse est bonne, justement, de la région. J'ai vu quelques événements, la fête de Noël qui attire énormément, puis c'est juste un exemple. Mais comparativement à quand tu as commencé, où on recule il y a 10 ans, est une bonne différence? Présentement, je remarque beaucoup d'intérêt pour l'événementiel. Effectivement, on a parlé des événements. Des trucs que tu participes ou tu participes pas, c'est gratuit, tu peux te présenter comme le défilé ou peu importe. Et c'est aussi des activités qui sont très courues par les familles et les communautés culturelles. Souvent, les nouveaux arrivants qui ont des grandes familles se payer 40$ le billet pour aller voir la pièce, c'est pas évident. Là. Mais la fête familiale. Mais la fête familiale, c'est parfait. Le défilé de Noël, c'est parfait. La programmation d'Halloween, c'est parfait. Donc, c'est très rassembleur, c'est très communautaire d'avoir tous ces types d'activités-là, mais à la fois aussi d'avoir des choses un petit peu plus pointues parce qu'on a à la fois une recrudescence, beaucoup de demandes pour les événements, mais aussi au niveau de Château-Seine, au niveau des spectacles, ça augmente beaucoup la demande. Je dirais que de rendre Montréal aussi si difficile d'accès, par la bande, ça nous a aidés localement. Puis moi, je suis venu voir J'aime Hydro à Châteauguay. Parce que là, ça, on parle c'est un succès de théâtre un peu fou, là, mais tu sais que justement. Une pièce de 4 heures et quelques. 4 heures et quelques. Puis à un moment donné, c'est parce que tu te dis, là, un moment donné, je sais pas, j'ai vu popper sur Facebook. Là, on va l'avoir. OK, j'ai pas vu. Clac, super facile. On l'a présenté 2 fois. Ça, c'était complètement fou. C'est assez, c'est facile d'accès. Puis ça, c'est intéressant. Oui, puis il y a des artistes, des fois, qu'on présente, les gens disent, on connaît pas cet artiste-là. Ouais, mais
il est là, nous autres, on l'a vu, on sait qu'il est bon. Ouais. Je me rappelle, la première fois qu'on a présenté Fred Pellerin, il y avait 30 personnes dans la salle. Ah ouais. OK? Ouais, là, aujourd'hui... Aujourd'hui, Fred Pellerin décide où il va, puis il y a des salles qui ne vont pas. Et parce qu'il n'y a pas le temps de toutes les faire, il est tellement en demande. Mais ce qu'on essaie de bâtir aussi avec l'artiste, c'est quand on dit oui, alors qu'il n'est pas encore très connu, puis qu'il y a juste 30 personnes dans sa salle, puis quand il remplit les salles, il se rappelle de ça. Il se rappelle de ça. Ah oui. Donc, ce lien, le risque est mutuel. Donc, évidemment, il faut que le programme de diffusion puis les spectacles puissent être économiquement viables. Oui, c'est sûr. Mais en même temps, des fois, il faut prendre un petit peu de risque. Mais j'imagine calculer dans le sens qu'on le sait, c'est ça. Il y a des spectacles d'humour, des gros noms. Ouais. On le sait que ça va se remplir, mais ça peut permettre de booker peut-être du théâtre ou des affaires, que le monde est moins... qui se pitch moins de base, mais que tu te dis, ils vont... le monde tu vas en chercher, tu sais, ils s'essayent. C'est le fun. C'est juste de construire une espèce d'habitude qui peut être long, tu sais, sur le long terme. Mais, oui, mais le monde nous fait de plus en plus confiance pour l'abonnement théâtre, par exemple. Ils savent que les 3 pièces ou les 4 pièces qu'on va présenter dans la saison, finalement, sont bonnes, tu sais. Donc, venez les découvrir. Là, on a 9, puis on finit la programmation avec quelque chose de plus musical aussi en même temps avec Amsterdam, qui est la pièce basée sur les jeunes années de Jacques Brel. Donc, c'est inspiré de sa vie. Mais on a rentré comme les textes de ses chansons, comme s'ils avaient vécu d'une certaine façon. Donc, c'est puis une comédie musicale à Châteauguay, on n'a pas vu ça souvent. Fait que c'est d'essayer d'aller là aussi. Là. Puis le monde répond bien. Oh, mais tant mieux. Est-ce que tu t'ennuies d'être... parce qu'il ne reste pas tant de temps, il reste peut-être un petit 10 minutes, mais d'être à l'avant-scène, fais-tu encore l'impro à la Lips? Non, là aussi, j'ai fait de l'impro jusque... C'est drôle, hein? Je voulais que mes enfants me voient faire de l'impro un petit peu. Ouais. Ce que j'ai fait. Mon dernier qui a 6 ans, lui, il ne m'aura jamais vu. Mais il y a à peu près 2 ans, j'ai pas mal arrêté d'en faire. J'ai animé quelques soirées. D'un fois, je me permets ce plaisir-là, mais de faire de l'impro comme tel, j'ai passé la POC aux plus jeunes, puis à ceux qui veulent continuer d'en faire. Mais j'aime encore beaucoup ça. Tu avais fait la pièce de théâtre d'Étienne qui était revenue il y a quelques 7 pieds cubes de vide. Il n'y a pas si longtemps, il y a moins de 5 ans. Ça me tente encore. C'est un trip d'amis là, aussi. Là. Oui, c'est un trip d'amis. Et Étienne, mon frère, est un bon auteur et plus jeune avait écrit une pièce pour justement LPP qui s'appelait 17 pieds cubes de vide. 17 pieds cubes, ça fait allusion au frigidaire. Donc, le 17 pieds cubes, c'est ça. C'est l'histoire un peu abracadabrante d'une famille qui se fait voler son frigidaire dans la nuit et que à cause de ça, ils vont finir par se laisser mourir de faim parce qu'il n'y a pas moyen de se nourrir sans avoir accès au frigidaire. Alors, en même temps, c'est une espèce de critique particulière d'une certaine façon, assez absurde, mais d'une société. Puis le texte est très, très drôle. Oui. Et on l'a monté entre amis, puis ça a été franchement une belle expérience, puis ça nous a permis de travailler aussi avec des acteurs en devenir, mais des plus jeunes. Oui. Parce que dans la pièce, il y a des enfants. Fait que, il y a des jeunes de l'atelier humour qu'on a dit hey, ça te tente-tu là, de jouer dans la pièce? Fait que il y avait plusieurs générations de gens qui ont travaillé dans cette pièce-là, puis ça aussi, ça a été une belle aventure, mais moi, ça faisait un bout que j'avais pas appris un texte de cette longueur-là. Ben oui, t'avais un des rôles principaux, là. Oui, j'étais le rôle qui ne sortait pas de scène. Et franchement, je croyais que le texte allait être facile parce que c'est de l'absurde, puis j'étais habitué de comprendre la mécanique d'humour. Sauf que ce texte-là étant absurde, la logique de la phrase avant ne mène pas à l'autre. Ne mène pas nécessairement à l'autre. Ou des fois, il y a des répétitions dans le texte parce qu'ils se mélangent puis ils font des enquêtes. Mais sérieusement, là, ça a été
difficile à apprendre. À un moment donné, j'ai eu franchement un petit moment de panique. Ah ouais. Assez qu'un soir, là, c'est mes enfants qui m'ont aidé à me pratiquer pour apprendre le texte parce que ça rend... c'est ça. C'était difficile. Puis, je le faisais sous forme de loisir aussi. Je travaille temps plein. Fait que ça s'ajoutait. Mais je regrette pas, mais ça a été plus de travail que je pensais. Ah ouais. Pas mal plus. Fait que, est-ce que je m'embarquerais là-dedans demain matin? J'y penserais. J'y penserais un petit peu, beaucoup, mais... peut-être pas 17 pieds cubes, là, mais peut-être quelque chose. Ben, je dis pas... Peut-être que je ferais le travail différemment. Ouais. Mais je dis pas non à ça parce que ça a été quand même une belle aventure. Ouais. C'est clair. En terminant aussi, t'as 4 enfants. Ta plus vieille qui a maintenant 20 ans? 19. 19, Laurence a 19. Je me rappelle qu'il était né quand moi j'étais à l'atelier humour. En 2001. En 2001, je me rappelle. Il y a eu 2 catastrophes en 2001. Non, je l'adore, c'est ma grande fille. Elliot, 16 ans, j'ai Rose, 13 ans, puis le petit dernier, Olivier, qui a 6 ans. Ouais. Fait que ça me fait un large spectre de... Mais t'avais une gardienne pour le plus petit. Quasiment. Avec les frères et sœurs. Non, parce qu'on n'impose pas vraiment. Non, mais je disais ça vraiment. Mais oui, il s'en occupe beaucoup. Mais le petit dernier, c'est la mascotte de la famille. C'est clair, c'est plus un jeune. Puis d'être papa de l'enfant qui sont maintenant adolescents, maintenant adultes, presque adolescents, comment tu le vis, ton rôle de père maintenant, beaucoup différemment? C'est tellement difficile. Ben, en fait, je le vis bien. Moi, rapidement, moi, dans ma vie, j'ai su que je voulais être père, puis que j'étais à l'aise avec ce rôle-là, que je prends très au sérieux. Quitte à être plate avec eux autres d'un fois, parce que qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, mais n'en demeure pas moins que les moments où tu prends des décisions dans la vie pour t'amener un petit peu plus loin, il y en a plusieurs de ces décisions-là que j'ai pris en pensant à mes enfants pour me donner le courage de dire, oups, tu le fais pas juste pour toi, tu le fais pour d'autres mondes. Fait que cette espèce de courage-là est très intéressant. Puis, je me définis dans mes premiers mots, tu sais, avant de souvent dire Philippe Marcoux, chef de division. Non. Philippe Marcoux, d'abord, père. Très important. Très important dans mon parcours. Puis, cette dynamique-là familiale, je la trouve intéressante, là, d'avoir de toujours être en contact avec des plus jeunes, jamais tomber dans le cynisme ou dans l'espèce de dire, les jeunes à cette heure. Tu sais, je regardais récemment, il y a un auteur qui parlait que tu retournes, même dans les écrits de Platon, de Socrate, puis ils disent les jeunes d'aujourd'hui, donc ils peuvent pas avoir empiré depuis 4000 ans. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est parce que chaque génération qui arrive est tout le temps un peu en opposition. Tu sais, il y a tout le temps... les jeunes essayent de tirer de leur bord. Fait que là, les plus vieux sont comme « Ah, les jeunes! » Puis moi, j'aime ça être challengé. Mais c'est ça. Fait que non, je dirais même que ça me nourrit. Puis en même temps, ça nous... Là, un anglicisme, ça nous ground aussi en quelque part. Parce que... je pense qu'ils ne savent pas nécessairement, mais ils ont encore besoin de nous. Mais on a aussi besoin d'eux d'une certaine façon pour rester... tu sais, pour pas prendre les choses plus dramatiques ou de les rendre plus dramatiques qu'ils le sont. Tant que tout le monde est en santé, puis est là, le reste, regarde. C'est pas si grave. Ça va se passer. Merci beaucoup, Phil. Je pense que ça conclut le podcast, mais tu reviendras. On aurait pu parler encore longtemps, mais on est arrivé à la fin du temps. Sur un épisode cinéma critique. Spécial. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci, messieurs.